Mais honnêtement, il y a quand même eu un changement chez les annonceurs. Ils sont conscients du ton qu'on doit avoir en social, de parfois la confiance qu'on doit laisser aux influenceurs dans leur façon de gérer un sujet. Au début, ils se disent bon, voilà, vous nous avez proposé cet influenceur, c'est super, on va tenter et voir ce que ça donne. Et moi, je leur dis, mais attention, regardez sur son profil, vous voyez bien que quand il y a eu des collaborations, on le voit direct, quand il n'y a pas eu de paid, vous allez être déçus. Vous allez avoir un influenceur qui a 300 000 abonnés et faire 60 000 vues, vous allez être déçus. Et c'est logique, je comprends, parce que vous avez investi un cachet, c'est des coûts, c'est important pour vous. Mais non, on laisse pas de place au hasard, en fait. Bienvenue dans Brand Zone, le podcast de ceux qui construisent l'influence. On décrypte les parcours, les visions et les stratégies de ceux qui transforment l'attention en impact. Bonjour, dans Brand Zone, aujourd'hui on reçoit Delphine Reylan. Bonjour Delphine, donc tu Bonjour. es directrice associée donc, de la nouvelle agence Ça aussi, donc chez Heroix. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà, avant de parler de l'agence, nous raconter un peu ton parcours, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un parcours plutôt classique. Rien de particulier qui a marqué mon parcours, sauf le fait que j'avais 15 ans et j'étais déjà en stage chez Publicis. Pas mal. Donc, je savais, en fait, avant d'avoir mon bac, quel métier je ferais et dans quel domaine je pourrais évoluer. Donc voilà, ce qui était assez sympa quand on a cet âge-là, c'est de découvrir l'enregistrement radio, les tournages. J'ai eu la chance d'être super bien entourée. On m'a embarquée dans tout ce qui était possible de faire sur ma semaine de présence. Et j'ai tout de suite compris que clairement, c'était mon domaine. C'était mon milieu et que j'allais vouloir avancer là-dedans. Donc j'ai suivi après des études de com très classiques, rien de FA, particulier. Pluscom ou... Sub de com, vraiment D'accord, encore très moins. bien. Encore moins, vraiment du très classique. Et j'ai démarré direct ensuite dans le social. Parce qu'à ce moment-là, donc il y a 10 ans, c'était le moment, c'était le pôle où on s'amusait le plus. Et donc là, vous avez lancé donc l'agence Social Media, Ça aussi. Est-ce que tu peux nous dire, déjà nous parler un peu de l'agence et ensuite nous dire pourquoi, donc, qui appartient maintenant à Heroix, C'est ça. qui est donc une agence de pub connue sur le marché, parce que c'est la première agence indépendante en France. Nous dire pourquoi, effectivement, Heroix aussi a lancé cette agence maintenant. Tout à fait. Donc ça aussi, ça appartient au groupe Heroix. Heroix, c'est un groupe en conseil en stratégie et accroissement de la croissance par le média. C'est fondé par Anthony Ravo, qui a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est notre président. Il a toujours eu la même vision, qui est la vision de la performance. Tous les médias, toutes les marques qu'on accompagne, c'est dans cette optique de performance. On a des très belles marques chez Heroix qui sont, par exemple, Verisure, Coopérative U, Se Loger, LVMH, voilà, il y en a pas mal. On accompagne à peu près 500 clients. Et nous, on est 400 collaborateurs. On est à Paris avec des agences à Bangkok, à Berlin et à Dubaï. Et en fait, c'est un groupe qui est déjà intégré parce qu'on a donc la partie média, on a aussi la partie créa, la partie digitale et la partie tech. Je fais un peu je place un peu le groupe parce qu'il y avait toujours cette volonté de performance, d'intégration, d'avoir la réponse la plus globale pour accompagner nos clients. Et moi, je suis arrivée donc il y a 1 an et demi au sein de l'agence de publicité New Business. J'ai monté le pôle influence et social media de l'agence. En 1 an et demi, voilà, on a pu voir à quel point il y avait de l'attrait chez nos clients pour se lancer dans quelconque projet avec nous. Et on a décidé d'en faire une agence parce que, fort de nos enseignements finalement et du marché, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus proposer de l'influence, du social sans médias. Il y a la portée organique qui chute complètement, il y a une saturation des contenus. Et puis même le doigt mouillé. Investir dans un cachet d'influenceurs sans vraiment savoir combien ça va nous ramener en tant que marque. Il y a un vrai point d'interrogation qui est encore présent, même si le marché il est plutôt mature. Et donc ça aussi, c'est l'agence influence et social media du groupe qui lie création et performance. Donc la création reste au cœur de notre proposition. Parce que comme dit Meta, aujourd'hui, une bonne campagne, c'est 50% de création et 50% de médias. Donc, on a suivi en fait les changements des plateformes et des algorithmes en se disant c'est exactement ce qu'on va proposer à nos clients. C'est des concepts créatifs justes et pertinents par rapport à leur brief, mais à chaque fois aussi de l'amplification média où ils savent chez nous que quand ils signent, ils ont des résultats, c'est certain. Il y a des résultats à défendre en COMEX. Il n'y a pas de doute sur la pertinence de la campagne derrière. Tu racontes un truc intéressant parce que moi, j'ai déjà fait des campagnes aussi d'influence et ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui prenaient un ambassadeur connu, ça peut être animateur télé, un sportif, etc., mais qui s'imaginaient qu'en prenant uniquement l'animateur qui allait faire, 2-3 posts, en fait, ça allait exploser. Alors qu'en l'occurrence, c'est ce que je leur disais toujours, après, peu importe où, mais en fait, effectivement, il faut toujours prévoir un budget média
Parce qu'en fait, un créateur, aussi important soit-il, c'est pas non plus un magicien. Ah bah, complètement. Et il y a aussi le discours de se dire, il y a tellement de propositions en influence par les créateurs maintenant, de se dire, bon, bah, je préfère peut-être contrôler mon budget, aller vers un cachet moindre qu'un influenceur qui a des millions d'abonnés pour pouvoir y mettre du média à la place. Et souvent, on se dit, bon, bah, c'est super, je prends un influenceur connu de tous, hyper mainstream, mais déjà, c'est très peu accessible. Il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent se les payer. Et en plus de ça, c'est pareil, les résultats, ils sont incertains. C'est pas parce qu'il, lui, quand il fait des contenus de lui-même organiques, sans collaboration, ça explose de partout, que quand il aura une collaboration, ça explosera. Donc on a plutôt un discours en fonction de l'objectif, on a des offres packagées. Donc si un client vient me voir, il me dit, moi j'ai besoin de notoriété, je lance ma marque, j'arrive sur un marché. Alors effectivement, je vais aller sur des plus gros profils, mais pas non plus des célébrités. Je vais aller sur des profils qu'on dit macro, donc voilà, on va dire plus de 500 000 abonnés. Et à côté de ça, je vais lui dire, par contre, il y a un budget média, parce que là, tu vas te lancer, c'est important, tu arrives sur un marché. Moi, je suis sûre que je te donnerai du résultat. Et on a aussi des propositions. En ce moment, nous, dans notre marché, on parle beaucoup de considération. C'est super d'être connu, mais si personne ne vous recommande, ça a peu d'intérêt. Ça fera un soufflet, quoi. Donc la considération, on va plutôt la travailler avec des profils qui ont moins de followers, mais qui sont du coup plus proches de leur communauté. Tout le monde parle d'authenticité. On ne peut pas rester complètement authentique. Quand on a des millions d'abonnés, il y a une certaine responsabilité. Enfin, voilà, c'est très différent. Donc on va plutôt leur proposer des profils avec moins d'abonnés, mais une connexion plus proche de leur communauté, un cachet plus accessible et donc aussi plus de budget à mettre en médias, donc plus de résultats derrière. Donc chez ça aussi, si je comprends bien, vous faites à la fois donc, le choix des créateurs ou des influenceurs, voire des personnalités selon les cahiers et les briefs des clients, et du coup après vous allez l'amplifier du coup au travers des médias, pareil, j'imagine, selon les critères de votre client. Exactement. Nous, on est vraiment une agence influence social media complète, dans le sens où on reçoit le brief, on va réfléchir au concept créatif, et ensuite on va se dire, tiens, avec quel créateur on pourrait aller le porter. Donc on est complètement libre, on n'a pas de partenariat avec une agence de talent, on n'a pas de talent in-house, on est libre sur le choix du créateur. C'est aussi ce que nous on voit comme une force, c'est d'avoir une réponse la plus pertinente possible et pas parce qu'on a un lien avec qui que ce soit. Donc on va gérer le créateur de A à Z, gérer toute la production et l'amplification média derrière pour pouvoir arriver avec un bilan qui déjà correspond à ce qu'on s'est dit au début et qu'on sait expliquer et où finalement la responsabilité ne va pas être floue. Souvent, il y a deux types d'agences. Il y a les agences créatives, les agences médias, ce qui fait qu'au bilan, à cause de qui ça a peut-être moins bien marché, c'est toujours un peu compliqué. Nous, on prend l'entière responsabilité des résultats et on suit le projet de A à Z. Et alors, pourquoi avoir lancé une agence indépendante, j'entends un lancement d'agence, plutôt qu'avoir créé un département au sein d'HeroX Oui, au début, ça a démarré comme ça, comme un pôle de l'agence de publicité. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un discours à apporter, un discours cohérent pour HeroX sur la performance, donc à apporter un peu plus haut qu'à travers l'agence de publicité, et aussi un besoin sur le marché quand on voit on a tout simplement observé notre marché, après un peu de recul par rapport à notre quotidien, on voit que les directeurs de marketing, ils n'arrivent pas bien à comprendre comment sont répartis leurs budgets. C'est flou entre les honoraires, les cachets, le média. Ils ont aussi besoin de résultats parce que oui, l'investissement en influence évolue, grandit. Mais du coup, les attentes sont là aussi, elles sont en rendez-vous. Donc, ils avaient besoin on sentait qu'il y avait un besoin de trouver une seule et même agence qui répondra à toutes leurs attentes. Et c'était aussi plus simple de le porter sous la forme de ça aussi pour le vendre derrière. Et on en parlait quand on préparait justement notre entretien d'aujourd'hui. Tu m'as raconté que les marques maintenant mettaient davantage effectivement de briques social media dans leur brief, versus où avant il y avait essentiellement la télé, radio, presse. Comment tu vois un peu justement cette évolution au niveau des briefs, toi qui es maintenant en agence depuis un petit bout de temps ? Je le vois déjà parce que les annonceurs ont une équipe social media maintenant. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y avait une seule et même équipe qui gérait tous les types de médias. Ils se sont équipés aussi en interne. Ils ont aussi compris que finalement, que ce soit un processus d'achat ou même un processus de trouver la bonne entreprise pour tel ou tel service, ça va se passer sur les réseaux sociaux, que tout le funnel business peut se passer sur les réseaux sociaux et que c'est là aussi où ils vont avoir un impact direct, visible, à moindre coût qu'un autre média tout de même.
Quand on voit, par exemple, là, dernièrement, Cédric de Crédit Agricole, enfin très récemment même, en fait, on sent Tu peux que peut-être nous refaire un petit rappel oui, pour ceux qui n'ont pas. donc il y a Crédit Agricole, il y a quelqu'un chez Crédit Agricole qui s'appelle Cédric, qui a voulu faire un test en interne sur l'application et qui ce test, cette notification test a été reçue par toutes les personnes clientes du Crédit Agricole. Les utilisateurs sur les réseaux s'en sont emparés. Ils en ont fait plein de contenus très humoristiques, avec beaucoup d'empathie pour Cédric, en espérant que voilà, il perde pas son job, le pauvre. Et Crédit Agricole, on sent aussi voilà, c'est une marque historique, et on sent qu'ils ont mis du poids dans le social parce qu'ils ont répondu non pas telle une communication de crise avec un communiqué de presse bien sérieux comme peut-être il y a 10 ans ça aurait été le cas. Ils ont répondu avec humour aussi. Ils ont pris le train. Ils ont utilisé tous les formats présents autour de Cédric, du coup. Ils se sont emparés aussi de ça. Et ça a créé un lien, en fait, entre les utilisateurs et le Crédit Agricole, parce qu'ils ont été tout simplement honnêtes aussi. Enfin, ils ont reconnu que voilà, une erreur, ça arrive et c'est pas bien grave. Plutôt qu'un post très sérieux avec un communiqué qui dit ça n'arrivera plus, qui aurait eu aucun impact. Et alors, tu soulignes un point intéressant, parce qu'il y a encore quelques années, ne serait-ce que 5 ou 10 ans, quand une marque voulait justement réagir ou faire une campagne, ça prenait du temps, le temps de briefer son agence créa, de répondre aux briefs, de mettre ça, etc. Là où aujourd'hui, effectivement, le digital et le social media, donc des agences comme vous permettent d'avoir une réactivité beaucoup plus importante, limite dans les quelques jours qui suivent un événement. Oui, tout à fait. Et ça compte aussi dans la structure de l'équipe. Nous, on veut garder cette agilité-là chez ça aussi. On a des équipes courtes par client, donc on est pas mal. Je suis accompagnée d'une dizaine d'experts. J'ai tous les profils opérationnels, que ce soit du social, de l'influence, du community management, et même des créatifs dédiés au social media, donc ils connaissent les codes. Et en fait, c'est cette typologie d'équipe qui me permet d'assurer à mes clients que s'il y a un rebond hyper pertinent pour vous, on saura être dans les temps. Et on sait aussi que le rebond sur une plateforme, il va durer entre 48 heures et 24 heures. Comptez sur nous, on le prendra à temps et on le prendra avec pertinence. Ça, c'est grâce aux créatifs dédiés au social qui bossent avec moi. Et alors, vous avez vos propres clients ou vous travaillez du coup pour l'agence HeroX et du coup, in fine, pour les clients de l'agence HeroX? Alors là, le lancement, il est d'hier. Donc pour l'instant, en fait, j'ai mes clients que j'ai développés chez New Business quand on était un pôle social media et influence qui nous accompagnent dans l'aventure ça aussi. Donc voilà, si on peut en citer, il y a Cristalline qu'on lance en influence, qu'on a lancé en influence sur la RSE. Typiquement marque historique, hyper culte. La marque Les d'eau premières marques, je crois, de boissons en France. Enfin, d'eau, en tout cas. C'est ça. La boisson l'eau préférée des Français, première marque en France. Et donc, ils n'avaient encore jamais fait d'influence. Alors qu'ils ont un super message à passer, c'est qu'ils ont créé le bouchon solidaire. On s'est dit, on va le dire. On va le dire aux étudiants, on va le dire aux jeunes actifs avec leur biais, leurs moyens, leur façon de faire. Donc, on a fait tout un déploiement influence pour parler de ces engagements-là. On a aussi un client comme MAF qu'on accompagne dans la globalité de ses besoins en communication, dont le social et l'influence, où là, on a pris un levier différent. Ils ont besoin de reconquérir les plus jeunes. Ils ont besoin surtout de cette assurance qui les comprend, qui comprend les plus jeunes dans leurs besoins. Et là, on va plutôt passer par des créateurs UGC, donc des jeunes qui connaissent parfaitement les codes des réseaux sociaux et qui nous cèdent les droits de leurs vidéos. Il faudrait peut-être qu'ils rajeunissent aussi un peu les formats pubs. Oui, on voyait des gens en vert danser. Ça fait longtemps que c'est plus le cas quand même. Ah ouais, je me suis à ça, tu vois. C'est plus le cas. Il y a les espions maintenant et il y a New Business qui est sur le coup pour leur faire de belles publicités. Mais là, eux, pour MAF, ça a été aussi nouveau de se dire je vais incarner ma marque finalement à travers ces jeunes. Je vais avoir un discours beaucoup plus humain, beaucoup plus accessible et qui va être plus authentique que les anciens motion design qu'on pouvait faire avant. On partageait un message très publicitaire, mais beaucoup moins vrai. Donc oui, j'ai des clients qui m'ont suivi donc, de New Business. On va aussi potentiellement collaborer avec des clients HeroX. Donc là, on a à peu près entre 5 et 6 clients et on a pas mal de projets à venir normalement. Et toi qui as commencé dans le social media il y a 10 ans, quelle évolution tu as pu voir? Est-ce que c'est plus sympa, moins sympa ou qu'est-ce que tu constates depuis maintenant ces 10 ans? Forcément, plus il y a de résultats, potentiellement moins c'est sympa. Plus il y a de résultats attendus, je veux dire, potentiellement pour les équipes, c'est un peu moins sympa que quand j'ai démarré. Donc ça aussi, c'est aussi la promesse de garder cette liberté, de garder ce ton finalement qui est si simple mais tellement juste, et en même temps d'y ajouter le média. On a vraiment voulu lier deux mondes qui souvent étaient en opposition.
Alors petit à petit, voilà, on commence à tous se rejoindre, mais ça a été longtemps en opposition, la créa et le média. Nous, on veut vraiment les réunir sur une brique où de base, c'est la liberté absolue sociale. On utilise des contenus sans droit, enfin voilà, je devrais pas dire ça, mais, mais c'est le cas. Et on se dit, on teste, quoi. Et c'est vraiment l'idée de continuer cette impertinence, et c'est pour ça qu'on a appelé l'agence ça aussi. Ça veut dire du coup impertinent, culotté. Et d'y ajouter la brique de performance très logique avec le positionnement d'HeroX pour répondre aux attentes de nos clients, mais aussi conserver ce cool qu'on a, ce plaisir qu'on prend tous les jours à venir à l'agence et à bosser sur des sujets. Et on se dit, on est impertinent parce que finalement, on est sûr d'être performant. Donc, on peut encore plus s'amuser et se donner la liberté de penser des concepts les plus attrayants, les plus sympas pour nos clients pour que ça fonctionne derrière avec le média qui suivra. Alors, tu dis que ça permet d'être plus créatif, mais est-ce que les marques sont prêtes à ça? Parce que c'est vrai qu'en télé, par exemple, on est souvent assez traditionnel. Parfois, on sort un peu, mais ça reste toujours un peu maîtrisé. Là où au digital, justement, on doit se permettre d'être plus créatif pour toucher notamment la cible jeune. Est-ce que les marques sont prêtes à ça aujourd'hui? Je pense qu'elle commence vraiment à le devenir de plus en plus, que ce soit des marques historiques ou des jeunes marques qui ont beaucoup du coup de poids sur les épaules parce qu'elles doivent performer. Je pense quand même qu'elles sont de plus en plus prêtes à tenter des choses en fait. Et c'est le discours qu'on tient, c'est parfois on veut pas les bousculer, on veut juste tenter des choses et leur montrer petit à petit l'effet que ça peut avoir sur leur marque et donc les habituer aussi à travailler de cette façon-là. Mais honnêtement, il y a quand même eu un changement chez les annonceurs. Ils sont conscients du ton qu'on doit avoir en social, de parfois la confiance qu'on doit laisser aux influenceurs dans leur façon de gérer un sujet. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup plus de connaissances chez nos clients et de confiance, voilà, finalement, de confiance avec les gens qui les accompagnent pour se laisser porter par le social et les trends qui y sont, quoi. Et on voit aussi souvent, pour les agences un peu comme la tienne, je vais prendre un cas, mettons, tu as un client X qui a une agence de pub, qui n'est pas chez RX par exemple, qui a donc déjà une créa et une identité. Comment tu fais, toi, pour justement mettre en place une campagne? Est-ce que la marque te dit, bon, on peut dissocier la télé et le digital, ou alors tu dois quand même garder un peu l'ADN qu'ils ont créé au départ? Ça arrive très souvent d'être avec plusieurs agences. Je pense que le primordial déjà, c'est de parler avec l'agence créative qui a pensé la pub télé. On ne peut pas faire quelque chose de complètement décorrélé. On va changer les codes, on va changer peut-être la forme, on va changer pas mal de choses, mais on va garder le concept. Donc déjà, c'est important qu'on se parle, nous, entre agences, quand on a un client partagé. Et derrière, ça va plutôt être comment ce message, le message à faire passer peut être réinterprété dans les bons codes. Donc effectivement, aujourd'hui, passer son film télé dans un format 9/16e, c'est pas forcément ce que je vais recommander, à part si le film télé a déjà été pensé aussi pour un usage social média, comme Twitch quand ils avaient lancé leur pub à la télé avec Jimo. Là, clairement, c'était plutôt bien adapté au social. Mais la majorité du temps, voilà, on revoit quand même pas mal de choses. On passe soit par l'influence ou soit par des créateurs UGC, ou alors on fait des nouveaux formats, mais on switch un peu la matière de base. Et quand un client te demande de faire une campagne, alors c'est vrai que souvent les gens vont dire, tiens, je vais être sur Google ou sur Meta. Quels sont, toi, les supports les plus demandés ou les plus... mettons, on va prendre les jeunes, parce que c'est souvent ce qui est le plus demandé sur le digital. Quels sont les supports les plus efficaces aujourd'hui? Alors, déjà, dans les briefs, j'ai tout le temps Meta et TikTok. Ça, c'est logique. Voilà, c'est la base. Donc, on les traite absolument. On les traite différemment. Voilà, on va traiter selon aussi la cible parce que parfois, ils vont me dire, moi, je veux toucher les plus jeunes, mais je ne suis pas contre non plus d'avoir les jeunes actifs. Donc, plutôt sur Meta, on va dire. Sauf que TikTok, aujourd'hui, c'est plus du tout les plus jeunes. Enfin, c'est fini de se dire qu'il y a que des jeunes sur TikTok, loin de là. En revanche, c'est sûr qu'on peut trouver un moyen plutôt divertissant de passer un message pour toucher les plus jeunes sur la plateforme. Donc, c'est ces deux plateformes qu'on traite quasiment tout le temps. Et il y a une question aussi de temporalité. Par exemple, Snapchat, ça va être très intéressant si on va parler d'un événement, de quelque chose qui va avoir lieu à une date précise. Ça peut être hyper intéressant aussi d'utiliser cette plateforme. Comme un BeReel, pareil. BeReel, pendant l'été, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc très facile où les jeunes se prennent moins la tête aussi à poster à ce moment-là. Donc, ça peut aussi être une opportunité pour les marques. Et je pense que dans pas si longtemps que ça, et même c'est déjà le cas, mais je pense que ça va devenir de plus en plus présent dans les briefs. Il y a Reddit aussi qui fera partie des plateformes à travailler.
Et la stratégie que tu mets en place, c'est quoi? C'est-à-dire que les clients te disent, bon, écoute, on lance la vidéo en organique, on voit si ça prend, puis on mettra du paid après, ou tout de suite tu attaques avec du paid, ou quelle est pour toi la meilleure stratégie, ou ça dépend peut-être selon les cas. Alors nous, là, ça aussi, ce sera clair, ce sera tout le temps avec du paid. C'est venu aussi à force que ils se disent, on tente. C'est exactement ça. Au début, ils se disent, bon voilà, vous nous avez proposé cet influenceur, c'est super, on va tenter et voir ce que ça donne. Et moi, je leur dis, mais attention, regardez sur son profil, vous voyez bien que quand il y a eu des collaborations, on le voit direct, quand il n'y a pas eu de paid, vous allez être déçus. Vous allez avoir un influenceur qui a 300 000 abonnés et faire 60 000 vues, vous allez être déçus. Et c'est logique, je comprends, parce que vous avez investi un cachet, c'est des coûts, c'est important pour vous. Mais non, on ne laisse pas de place au hasard, en fait. Enfin, on va accompagner avec du paid. Ça va aussi permettre de plaire aux plateformes, finalement. C'est important, plaire à l'algorithme, c'est important. Et puis, vous allez être plus serein, peut-être plus faire confiance à l'influenceur sur comment il va traiter votre brief, comment il va le réinterpréter. Donc, c'est avec du paid directement et plus de doigts mouillés ou de on verra comment ça fonctionne. Il y avait un avantage en télé, ce qui était le cas d'Erix par exemple, en achat média, où en fait l'avantage d'une agence était que tu avais des gros clients et quand tu allais voir TF1, France Télé ou M6 ou d'autres, tu avais un pouvoir où tu t'achetais en gros, puis après tu répartissais par client. Est-ce que dans le social media, ça fonctionne de la même manière ? Pas tout à fait. C'est sûr que, bien sûr, il y a des intérêts à investir dans telle ou telle plateforme, mais c'est encore assez libre. Il n'y a pas encore toutes ces règles qui se sont mises en place. Nous, avec HeroX, forcément, pour ça aussi, on profite des bonnes relations, vu qu'il y avait déjà le digital, il y avait donc tout ce qui est compris dans le digital. On profite des bonnes relations avec les plateformes et on en est ravis et on continue dans ce sens-là. Mais voilà, ce n'est pas exactement le même principe d'acheter sur du volume. C'est plutôt, par exemple, aujourd'hui, TikTok a un coût moins élevé que Meta. Donc, selon les typologies de budget, on va réfléchir à comment on répartit les sommes. Mais ce n'est pas l'achat en volume encore. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de la campagne dont tu es la plus fière, que tu as pu faire depuis 1 an et demi maintenant chez HeroX ? Ouais, je pense que la campagne dont je suis la plus fière, je pense que ça va être pour MAF tout de même. MAF, ils ont un engagement que je pense peu de jeunes connaissent. Ils organisent et soutiennent le prix Goût et Santé. Donc, c'est présidé par Thierry Marx. C'est un engagement c'est un prix qui met en avant les artisans sur le bien manger. Donc, c'est vraiment ce côté plaisir et en même temps sain pour le corps. Et nous, donc, l'année dernière, on a organisé ce prix Goût et Santé-là version influence. On avait 4 influenceurs qui ont chacun repris une recette de l'année dernière et qui l'ont un peu fait à leur sauce. Et ça a permis de partager un message différent pour MAF. On a parlé de nutrition, en même temps de plaisir, avec les références food des plus jeunes. Donc, je trouvais que c'était hyper intéressant d'aller sur un discours comme ça pour une assurance, parce qu'on n'était plus sur une approche commerciale, on était plutôt sur un message à faire passer, et pas non plus un message moralisateur, mangez bien et basta. C'était plutôt, on peut manger bien et se faire plaisir en même temps, on va soutenir des artisans, on va soutenir des influenceurs. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc d'accompagnement qui était vrai. Donc voilà, je pense que c'est cette campagne-là. On a beaucoup parlé de médias, entre guillemets, classiques, si je puis dire, Meta, etc. Maintenant, on dit aussi que les créateurs deviennent aussi des médias, et on s'aperçoit aussi que maintenant, les créateurs lancent leur propre format. Ça peut être des événements comme le GP, ça peut être des docus comme Kaizen et plein de formats autres. Est-ce que parfois, ça peut aussi t'arriver on va prendre l'exemple du GP, parce que du coup, il y a plusieurs marques qui étaient présentes. Est-ce que ça peut t'arriver aussi parfois de dire à tes clients, alors c'est peut-être bien que vous mettiez, je sais pas moi, 60% du budget en médias classiques, digital, mais ça peut être aussi intéressant de mettre 40% sur de l'événementiel de tel créateur, parce que du coup, ce sera un peu votre cible. Oui, bien sûr. Alors, nous aussi, on parle de créateurs. De toute façon, je pense que maintenant, ça a switché et on parle tous de créateurs. Oui, complètement. Ça dépend la pertinence de l'événement par rapport à son client sur l'instant T. Mais bien sûr, par exemple, je trouve ça très juste que Sol de Janeiro ait soutenu la team féminine de Léa Lui et Magda. Oui, en fait, c'est la bonne marque pour soutenir une team féminine. Donc, ça dépend des engagements à faire passer, des messages, mais ça peut être tout aussi fort qu'un plan média sur le même volume, sur le même montant, ça peut être tout aussi fort. Ouais. Et dans ces cas-là, ça vous oblige d'être un peu en veille régulière, à la fois sur
nouvelles tendances, à la fois aussi sur les algorithmes des réseaux, mais aussi sur ce que font tel ou tel créateur Ah, bien sûr. régulièrement. Ça nous demande d'être en veille et ça nous demande aussi que si on n'avait pas forcément l'information, il va falloir qu'on soit prêt à temps pour dégainer. Donc oui, on est en veille, on est en lien avec les plateformes, on suit les nouveautés forcément, on les partage à nos clients aussi, mais c'est aussi cette agilité de se dire ok, là il y a un nouveau événement qui est tombé. Il faut qu'on soit absolument dessus parce que c'est hyper logique, on va tout faire pour être dessus et il faut qu'on soit dans cet état d'esprit de se dire peut-être que rien n'est gravé dans le marbre et peut-être que ça va changer parce que ce sera beaucoup plus fort pour nous. Donc ça, c'est ce que, en tout cas, dans l'équipe, j'essaye de mettre en place et ça suit super bien parce que c'est aussi très sympa de se dire tous les jours ne sera pas pareil finalement pour les personnes qui bossent avec moi. Mais c'est aussi ce que j'explique à nos clients, de se dire ça c'est le plan qu'on a pour l'année prochaine. Potentiellement, il évoluera. Alors, je précise avant de poser ma question, si des gens de chez Heroix écoutent, vous pouvez vous boucher les oreilles. J'ai une question, parce qu'on le disait tout à l'heure, le digital et le social media augmentent d'année en année, que ce soit dans les briefs ou dans les montants. Est-ce que tu penses qu'à terme, les médias traditionnels auront moins de choses, en tout cas moins de business, pour aller davantage vers le digital ? Il y aura toujours la télé, je vous rassure. Franchement, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que je pense que ça peut se renouveler. La télé, ça peut bouger, ça peut devenir autre chose. La radio aussi. Enfin, en fait, le format ne va pas bouger, mais je pense que ce qu'on en fait peut bouger. Il y a déjà pas mal d'innovations, que ce soit, par exemple, quand on a les pubs Amazon, où on peut avoir le QR code et avoir directement le produit dans son panier. En fait, je pense qu'il y a... Il y en a qui trichent aussi. Voilà. La radio, ils disent on est passé du replay au podcast, mais c'est pareil. Voilà. Alors, il y en a qui trichent, mais je pense qu'il y a potentiel d'évolution partout et que ça peut vivre ensemble, mais qu'il faut bien que ça suive les usages. Il y a des façons de faire des films de pub à l'ancienne qui peuvent plus trop exister, ou alors faut l'assumer et en rire. Enfin, il y a plein de choses qui sont encore possibles. Donc non, je suis pas sûre qu'on puisse, que ça s'arrêtera. En revanche, ça va de plus en plus vivre ensemble. Ça, c'est plus mon point de vue. Et il y a aussi forcément l'IA qui va venir jouer un rôle là-dessus. Parce que forcément, l'IA, elle va avoir un impact sur ses façons de faire, ses façons de traiter ces médias traditionnels et le social media et l'influence. Et là, pour le coup, chez Heroix, ils peuvent ouvrir les oreilles. On est bien armés. En septembre dernier, là, en 2025, on a lancé donc Versus, qui est l'agence créative 100% IA. Et eux, ils ont une promesse très claire. Quand on dit 100% créatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créatif, c'est l'IA qui crée vos concepts ? Alors, il y a des Gen AI chez nous, donc des DA AI, des CRAI, enfin Donc, en gros, tu briefes, je caricature un peu, tu briefes ChatGPT, c'est ChatGPT qui te sort le concept ? Alors non, du coup, il y a des personnes physiques, ils sont une vingtaine à peu près, il y a des créatifs physiques qui sont finalement prompteurs créatifs. Voilà, si on peut le vulgariser comme ça, qui vont plutôt prompter pour de la direction artistique ou plutôt pour de la conception-rédaction, mais c'est devenu des prompteurs. Donc, c'est des personnes physiques. C'est un vrai métier maintenant. C'est un vrai métier. Et en fait, c'est ça que je trouve super dans notre domaine, c'est que de base, tu pouvais, je sais pas, être commercial, et parce que tu as compris le truc, tu as vu ce qui allait arriver, peut-être que demain, tu seras CR, mais sur AI, quoi. Parce que tu seras prompté comme un ouf et que tu auras toutes les références. Ça demande beaucoup de culture, du coup, pour être bon. Tu auras toutes les références pour sortir quelque chose de tout aussi qualitatif que la version humaine traditionnelle, sauf que c'est 7,5 fois moins cher, je précise, j'ai été bien briefée, 7,5 fois moins cher et 4 fois plus rapide, alors que la qualité derrière, et ça c'est le truc de Versus, c'est qu'ils assument une qualité cinématographique derrière. J'ai déjà essayé de faire des prompts, mais via l'IA. Donc en gros, je dis à ChatGPT, tiens, je veux faire ça, fais-moi le prompt, et après je reprends son prompt et je refais, tu vois. Bon, c'est une anecdote. Est-ce que excuse-moi, je te coupe, mais sur les prompts, nous, chez ça aussi, on a quand même conscience de l'IA. Alors aujourd'hui, les contenus 100% IA sur le social, c'est pas encore performant. Je pense que peut-être ça le deviendra, mais voilà, faut que ça trouve sa place. En revanche, l'IA peut venir pimper certains contenus de marque qui étaient un peu fatigués, enfin un peu fades. Là, ça peut aider. Ça peut vachement aider, mais il y a aussi un autre biais de l'utiliser comme un outil. Nous, on a l'ambition de mettre en place l'envoi d'un post par jour à nos clients. Un post qui va être contextualisé à la fois pour eux, mais aussi par rapport aux trends du moment. Donc, on va le faire à travers une plateforme qu'on va créer nous-mêmes et qu'on va aller venir nourrir.
Et du coup, ça va être un mélange de la veille de mes équipes, du savoir de mes équipes et de la rapidité de l'IA. Et c'est important qu'on l'utilise, c'est important qu'on la maîtrise, plutôt que se faire dépasser et perdre quelques opportunités, quoi. Aujourd'hui, un client qui a, je prends un budget au hasard, 500K de budget par exemple pour toucher une cible 25-35 ans qui est souvent une cible demandée. Le plus intéressant, c'est quoi? C'est de mettre 500K en digital ou 500K en télé pour toi? Ou de faire un mixte? Pour moi, la réponse, elle est simple. Je pense qu'il faut faire un Je mix. te rappelle que tes employeurs font de la télé. Hein. C'est pour ça que je réponds un mix. Et moi, je fais du social, alors il faut que tout le monde soit content. Bien sûr, il faut faire un mix, et c'est ce qu'on fait. Quand on fait souvent des recos intégrés chez HeroX, entre toutes les agences du groupe. Donc, on a l'habitude de bosser ensemble, tous les médias bossent ensemble. Donc oui, j'aurais tendance à proposer un mix, mais parfois, chez HeroX, les équipes elles vont avoir le réflexe de dire « Ah bah là, attends, tu peux pas te passer peut-être du social, donc peut-être qu'au lieu de faire de la télé sur ce coup-ci, on va faire de la VOL. » C'est un peu moins cher et pour autant, tu auras tes résultats, on te l'assure, parce que ça, c'est la langue du média, on te l'assure. Et ça permet d'avoir une place pour le social, parce que si tu n'en fais pas, tu seras le seul à pas en faire et tu vas pas émerger, ça n'a pas de sens non plus. Donc, on arrive en fait à avoir des ajustements ensemble pour avoir le plan le plus pertinent. Donc même, tu vois, la télé, c'est ça, elle suit aussi le truc. Il y a la VOL et c'est performant aussi derrière, quoi. Aujourd'hui, on voit aussi que les créateurs deviennent des médias, on le disait tout à l'heure. Comment tu fais, toi, quand tu dois choisir des médias, que ce soit des médias digitaux, sociaux, parce que même parfois les créateurs ont leurs médias aussi. On estime à peu près qu'il y a, alors il n'y a pas de chiffre officiel, mais entre 250 000 et 300 000 créateurs en France. Comment tu fais quand tu fais une campagne pour dire, tiens, je vais prendre tel créateur, tel média, parce que même, on prend l'exemple des 25-35 ans, t'en as des milliers, quoi. Bah ouais. Comment tu fais justement pour trouver le bon? C'est quoi? C'est parce que tu as le bon contact ou le... Alors souvent, on va avoir une facilité de dire tiens, on va travailler avec lui parce qu'on a déjà travaillé avec lui. C'est ce qu'on évite au maximum de faire. En fait, tout simplement, on va aller fouiller clairement de nous-mêmes. Avant même d'en parler aux différentes agences de talent, on va aller fouiller de nous-mêmes les réseaux. On va au maximum chercher des influenceurs qui ne sont pas qui n'enchaînent pas les collabs forcément, parce que ça aura plus de place pour notre annonceur à nous. Ouais, l'authenticité. Ouais. Exactement, plus d'authenticité. Et même, je trouve que ça a un certain charme de bosser avec un influenceur qui n'a pas beaucoup fait de collab dans sa vie, parce que c'est hyper naturel et c'est ce qu'on recherche. Donc, on va fouiller de nous-mêmes les réseaux, on va fouiller de nous-mêmes aussi toutes les agences de talent, voir quel type de talent ils ont à dispo. Ça peut complètement nous arriver de se dire on va aller interroger telle agence de talent parce qu'elle est spécialisée dans la food. Si mon client est dans la food, de lui dire moi j'ai ce brief là, qu'est-ce que tu me proposes, mais de chercher nous aussi des alternatives. Donc c'est un mélange entre sourcer les bons prestataires avec qui on va bosser et en même temps nous-mêmes nous faire déjà un propre avis sur la typologie du créateur et au moins sur ce qu'on ne veut pas. Quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les clients quand tu veux faire une campagne La plus fréquente, c'est de se dire vu que je bosse avec un influenceur qui a 500 000 abonnés, j'ai l'espoir de me dire que je vais en toucher minimum 200 000, on va tout mettre là-dessus. Ouais, non, pas du tout. Alors, c'est indispensable. Bien sûr qu'on va lui faire confiance. Déjà, j'insiste, mais on va y mettre du paid. Et on va arrêter de réfléchir, mais de rester dans le doute, quoi. Et c'est aussi, on va s'accompagner d'un discours cohérent sur vos réseaux. Parce que c'est super, vous bossez avec un profil, j'en sais rien, un profil humour. C'est cool, ça peut vous apporter un truc en plus à vous, votre marque. Mais si sur vos réseaux, vous êtes hyper sérieux, ça ne sera pas vous. Personne va se dire « Ah bah ouais, c'est trop bien qu'ils collabent ensemble, c'est trop logique ». Non, il faut aussi que tout le branding de la marque soit pensé en fonction des influenceurs avec qui on va vouloir travailler. Quand tu fais une campagne comme ça, généralement, tu as 3 coups. Tu as le créateur, tu as la prod, même si parfois la prod est comprise dans le créateur, et tu as le média. Est-ce que toi, souvent, tu conseilles un ratio en disant, je sais pas, moi, il faut 30% sur le créateur, 10% sur la prod? Franchement, non, pas forcément. Ça dépend vraiment de l'objectif de la campagne. Donc non, il n'y a pas de ratio type, c'est plutôt du sur-mesure. Nous, on va se dire que plus on est haut de funnel et potentiellement, il est préférable d'avoir un budget plus élevé sur la partie influence. Et plus on est bas de funnel, ça va être l'inverse.
Mais honnêtement, ça bouge vachement selon les briefs et selon aussi l'habitude qu'ont nos clients à faire de l'influence ou pas, c'est-à-dire donc à investir pas mal dans des cachets ou pas. S'ils sont frileux, s'ils ont envie de tester, on va plutôt leur dire « Ok, vous en faites pas, on va tester, on va vous montrer la version douce. » Donc, on va avoir des influenceurs plutôt micro, mais à qui on fait pleinement confiance et pas mal de paid. Et alors, sinon, si c'est des annonceurs aguerris et que parfois, ils ont envie de tenter un coup RP aussi au passage, on va se dire, on va la jouer sur les personnalités avec qui on va collaborer et toujours du paid, mais peut-être un peu moins, quoi. Et quel est le premier conseil que tu donnerais à un client qui vient te voir en te disant, voilà, je veux faire du social media, mais j'y connais rien? Déjà, c'est de regarder ce que font ses concurrents, de connaître son marché. En social, qu'est-ce qu'on dit de ses concurrents? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Est-ce qu'on parle de lui déjà? Parce qu'il peut ne pas être présent et pour autant, on peut parler de lui. Ça, c'est pas du tout... ça fonctionne très bien. Donc, c'est quoi son marché? Ses concurrents, quels sont leurs terrains d'expression, que ce soit social, influence? Et lui, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Est-ce qu'il a envie de dire pareil qu'à la télé? C'est pas forcément logique. Il faut qu'il trouve aussi son message. C'est qu'est-ce qu'il veut partager, à qui il veut le dire, et est-ce qu'il a envie d'être, par exemple, une marque facilitatrice ou plutôt une marque de rebond un peu joueuse? Enfin, quel sens il va vouloir donner aux plateformes dans sa stratégie de marque? Toi, tu es plutôt team créateur ou team célébrité? Je suis plutôt team créateur. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont très motivés à bosser. Premièrement, c'est quand même très agréable d'envoyer un brief et que le créateur en face, soit nous challenge, soit nous propose d'autres choses. Enfin, il y a un investissement humain aussi qui est présent. Aussi créateur dans le sens où il est particulièrement proche de sa communauté, mais au point de parfois lui parler dans ses DM. Voilà, les célébrités, je pense que forcément, leur vie est tellement remplie que... c'est pas leur métier non plus. Donc, exactement, c'est pas la même chose. Donc moi, je suis plutôt créateur. En revanche, les célébrités, ça peut être très intéressant pour, comme une égérie finalement, comme une image de marque qui va parler au plus grand nombre, alors que le créateur, il va avoir un objectif d'aller cibler plus précisément la clientèle voulue. Et tu es plutôt team un créateur qui t'a fait plusieurs contenus ou avoir plusieurs créateurs du coup avec plusieurs contenus? Ça, c'est un grand sujet en ce moment. Je te pose la question. Non, mais c'est intéressant parce que nous, typiquement, MAF, on est plutôt avec un créateur sur la durée parce que c'est la volonté d'être une marque... T'as le droit de le citer ou pas? Pas encore. Je pense pas. Ouais. Mais donc, on va avoir des clients... La première lettre? Hein? La première... Elle, bon courage. Non, Léna? mais... si seulement, mais... Donc, je suis plutôt sur un créateur pour la durée et pour le lien que tu entretiens avec lui et surtout dans le fait qu'il va savoir parler de la marque hyper bien et il va comprendre aussi les enjeux de la marque. Après, il y a un point intéressant, c'est que typiquement, Cristalline, on a voulu partager leurs engagements RSE. On a plutôt fait ça avec un pool en fait, de créateurs. On avait besoin d'aller toucher un maximum de public pour dire Cristalline, on l'adore tous, mais en plus de ça, ils ont conscience des enjeux écologiques et ils bossent dessus. Donc là, on avait plus besoin d'un truc de viralité avec beaucoup de monde sur le dossier plutôt qu'un lien fort entre le créateur et la marque. On parlait tout à l'heure des 10 dernières années du social media. Comment tu vois l'évolution dans les 5 prochaines années, par exemple? Moi, j'en suis super contente parce que plus je vois que les investissements évoluent dans le social, je me dis que ça va devenir... C'est déjà important dans les briefs, mais ça va devenir presque un mandatory. Donc, je trouve qu'il y a un potentiel d'évolution encore vraiment très, très, très large. Je trouve aussi que il y a un jeu qui est connu maintenant des annonceurs sur le social à entretenir avec sa communauté. Je pense qu'il va falloir le travailler de plus en plus parce que toutes les marques l'ont comprise. Donc, il y a un truc aussi c'est très concurrentiel. Il va y avoir beaucoup d'enjeux créatifs. On a bien compris les différents codes, on les connaît, mais il va falloir les renouveler. Donc créativement, il y a un truc hyper stimulant de se dire,
bon, bah là, il faut que je trouve des nouveaux concepts, des nouvelles mécaniques, parce qu'on commence à avoir fait le tour et c'est connu maintenant. Il faut toujours étonner son public ou le divertir, parce que c'est pour ça qu'on consomme des plateformes, c'est pour se divertir. Donc créativement, c'est très stimulant. Et en plus de ça, moi, je suis sûre que ça va faire que croître, et ce fait de devenir mandatoré dans le brief, ça va donner de plus en plus de place à avoir aussi plus d'investissement et donc plus de possibilités derrière. Si tu avais face à toi, il y a 10 ans, avec l'expérience que tu as et l'expertise que tu as acquis depuis, quel conseil tu te donnerais? Ah bah, moi, je me dirais, continue de croire que c'est le bon secteur. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé, j'avais des copines qui étaient en donc ce qu'on appelle 360, donc qui géraient la télé, la presse, la radio, et cetera. Et c'est vrai que j'ai pu me dire: «Bon, bah, peut-être c'est sympa aussi». Mais en fait, au fond de moi, ce que je voulais, c'était un truc du quotidien. Je voulais bosser dans quelque chose du quotidien. Donc je me dirais de continuer là-dedans et surtout de rapidement, peut-être plus rapidement penser au moment où percer serait moins facile. Parfait. Merci beaucoup Delphine de nous Avec avoir plaisir. partagé un peu ton expertise, ton parcours et de nous avoir présenté ton agence. On mettra évidemment tous les liens utiles sur le podcast. Et Super. évidemment, on te souhaite un beau succès dans ce nouveau challenge. Bah, merci beaucoup.